Yorana Aronga, qui dit rentrée scolaire, dit aussi devoir à la maison. Un moment parfois compliqué, mais heureusement, elles sont là pour nous aider. Il s'agit de Margot Schutz, professeure de CM2 6e, qui a une expérience directe avec les devoirs des élèves. Yorana. Yorana. Et puis de l'autre côté, nous avons Clara Osman, qui est prof et gérante de EAD, une structure qui aide les enfants à faire leurs devoirs à la maison. Yorana. Yorana. Ah, comment accompagner vos enfants dans leurs devoirs sans forcément perdre patience? Comment instaurer des habitudes efficaces sans stresser? Les devoirs à la maison, c'est notre sujet d'aujourd'hui dans Manava, votre émission Info Service. Et la petite harpe chante en retour dans le passé avec des souvenirs pas forcément très joyeux. Entre le râlage des parents, les pleurs des enfants, les devoirs peuvent vite devenir un poids pour tous, même si c'était il y a quelques années, je m'en souviens encore. Stress pour les parents et les enfants, source de conflit, alors que s'ils sont bien faits, finalement, les devoirs peuvent aider à la compréhension de la leçon et surtout permettre un meilleur suivi tout au long de l'année. Et on va commencer justement avec cette thématique, les devoirs et leur rôle. Je me tourne vers toi, Clara. Ça a un rôle, le devoir à la maison? Oui, bien entendu. Les devoirs sont importants. Ils vont notamment servir pour asseoir les apprentissages et bien ancrer les leçons qui sont vues à l'école la journée. Un petit complément d'information sur le rôle du devoir, Margot? Pour moi aussi, le rôle du devoir, c'est de générer une répétition de ce qui a été vu à l'école dans la journée. Et on sait que le cerveau a besoin de répétition pour que les élèves puissent comprendre au mieux les leçons et aussi maîtriser les notions. L'assimiler, finalement. Exactement, et les automatiser. Ce que j'aime bien, c'est ce terme de répétition, puisqu'effectivement, encore une fois, je prends mon expérience personnelle. À l'école, on nous disait beaucoup de répéter encore et encore. Finalement, c'est en répétant 40 fois un poème qu'on l'apprend. Oui. Donc, c'est le même système, finalement, pour les devoirs. Ça permet une répétition, une assimilation, c'est ça? Au même titre que les tables de multiplication qu'on demande d'apprendre à la maison en devoir, c'est la répétition qui fait que les élèves arrivent à les apprendre. Ceci dit, on s'en doute bien, il y a parfois des difficultés, que ce soit chez les enfants et chez les parents. On va commencer, Clara, avec les enfants. C'est quoi la difficulté pour les enfants? C'est de comprendre l'utilité du devoir et de se dire que c'est quelque chose d'important? Oui, ça va être indispensable de pouvoir comprendre pourquoi je dois faire mes devoirs, à quoi servent-ils. Un enfant a besoin de sens pour apprendre. S'il ne comprend pas pourquoi il le fait, il ne peut pas être efficace. Donc le rôle aussi, ça va être le rôle de l'enseignant, de pouvoir convaincre avant tout les parents de l'utilité des devoirs, pourquoi ça va être intéressant. Donc comme on le disait, la répétition, asseoir les apprentissages et surtout de revoir une notion à distance. On l'a vu dans un cadre... dans le cadre de la classe, avec son enseignante, avec ses camarades, mais de le revoir seul, à distance, de remobiliser les connaissances, ça va permettre de peut-être identifier certaines petites failles où l'enfant pensait avoir compris en classe et finalement, lorsqu'il est seul, c'est plus difficile. Donc, convaincre le parent de l'utilité des devoirs, de son rôle aussi dans cette relation entre enseignant, parent et enfant. Et lorsque le parent a bien compris, il va pouvoir lui aussi convaincre son enfant et l'enfant va pouvoir adhérer aux devoirs et être fier aussi de montrer tout ce qu'il sait faire et de pouvoir montrer à ses parents le soir ce qu'il a pu apprendre à l'école la journée. Ah, c'est important ce que tu dis. Donc, j'ai l'impression, Margot, que finalement, il faut d'abord convaincre le parent de la bonne utilité du devoir avant de convaincre les enfants. Puisque les enfants, ils ont un petit peu l'obligation de faire les devoirs. Oui, c'est un petit peu dans ce sens-là? Je rejoins Clara sur le fait qu'on est une équipe, parents, enseignants, enfants, et on doit travailler en harmonie tous les trois. Et c'est un travail concernant les devoirs, qui vraiment prend du temps d'année en année. Moi, à mon niveau, par exemple, en CM2, je suis plus censée devoir convaincre les parents parce qu'ils ont l'habitude, on a pris des habitudes de travail depuis le CP où ils connaissent déjà les devoirs, l'utilité des devoirs. On leur a déjà inculqué ça. En CM2, ils deviennent un peu plus autonomes et donc ils sont censés savoir faire leurs devoirs à la maison tout seuls. Et les enfants doivent être convaincus en CM2 que les devoirs sont utiles, ce qui n'est pas toujours le cas encore.
mais parce qu'on a des profils très différents et qu'on ne travaille pas avec des robots et que nos petits élèves sont des humains avec leurs sensibilités, leurs envies, leurs difficultés. Et que voilà, les devoirs, c'est pas toujours une partie de plaisir pour chacun d'entre eux, quoi. J'ai l'impression quand même ce n'est qu'à partir de la 6e, collège, lycée, hein, qu'on donne de l'importance aux devoirs. J'ai l'impression qu'avant, c'est un petit peu, c'est pas trop grave, l'enfant est encore jeune. Est-ce que ce sont des cas qui vous est déjà arrivé? Alors oui, après dans les faits, en fait, quand on se réfère au programme de l'éducation nationale, les devoirs écrits, on ne devrait pas le dire parce que si les enfants entendent ça, les devoirs écrits ne sont pas autorisés. Normalement. En primaire, normalement. Donc on doit donner uniquement des devoirs oraux, de la lecture, des poèmes. Voilà, des poèmes à apprendre, apprentissage des leçons, ce genre de choses. Dans les faits, on donne quand même parfois des devoirs écrits. On ne peut pas exiger qu'ils les aient faits à la maison puisque ce n'est pas obligatoire. Donc ceux qui le savent, les enfants, ils jouent sur cette corde sensible en nous disant « Mais ouais, mais c'est pas obligatoire. » C'est pour ça qu'on évite de le dire, en fait. Et du coup, on a l'impression que les devoirs en primaire sont un peu moins importants, mais ils le sont tout autant et même, je pense, encore plus, puisque c'est le début de leur vie d'élève et ça va les poursuivre jusqu'au lycée. Voire au-delà, en fait, quand on a appris à travailler en autonomie très tôt, ça nous aide pour toute notre vie, en fait. Et justement, revenons sur cet exemple-là, hein, un élève qui est dans une classe avant la CP passe en CP et il a des devoirs donc oraux, comme tu l'avais dit. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner? Il n'a pas l'habitude, peut-être qu'il ne va pas comprendre le principe. Du coup, comment est-ce qu'on peut, l'accompagner finalement? C'est très nouveau, un enfant qui quitte la maternelle et qui entre en CP, rentre dans la cour des grands. Chez les grands, il va avoir des devoirs. En règle générale, en CP, ce sont des fiches de lecture. Vous le savez, l'apprentissage de la lecture est très important à partir du cycle 2. Chaque soir, ils vont avoir une fiche de lecture. Il est important pour eux de retravailler les sons, comme je le disais tout à l'heure, à distance, dans la journée, un petit peu plus tard. Ça va pouvoir... ils vont pouvoir montrer leur évolution aux parents, être fiers d'être des nouveaux lecteurs. Et dès le CP, il y a quelque chose qui se joue ici, cette régularité, le fait de travailler tous les soirs et d'avoir un moment dédié, de pouvoir s'investir dans les devoirs. Et c'est là que tout prend son sens. Finalement, dès le CP, et même s'il s'agit de travail oral et jamais de travail écrit, il va y avoir des bases qui vont être posées, qui vont lui suivre tout au long de sa scolarité. Donc finalement, les devoirs, c'est important dès la CP. C'est pas une limite pour l'autonomie de l'enfant dans ce sens-là? Pour l'instant, CP, c'est un petit peu tôt pour parler d'autonomie, je suppose. Oui, absolument. Je prenais l'exemple donc des fiches de lecture. Elles vont bien entendu être lues avec la présence des parents. Et ils vont devoir être accompagnés. Les plus jeunes sont de toute façon accompagnés au moment des devoirs. Est-ce qu'on a des astuces, par exemple, Margot, pour les parents? Je pense à ces fiches de lecture qui sont obligatoires. Est-ce que dans le sens d'un devoir, mais qui ne passe pas pour un devoir, prêter des bandes dessinées pour les enfants pour qu'ils commencent à s'habituer et assimiler encore plus vite, par exemple? Ça peut être des idées pour les parents? Oui, ça peut. Après, y a beaucoup de méthodes à mettre en place aussi pour favoriser un environnement de travail pour les devoirs. Il faut que ce soit quelque chose d'assez ritualisé. Donc là, elle parle des fiches de lecture en CP. C'est quelque chose qu'on donne énormément aux petits. Et en fait, le CP est une classe déjà très ritualisée en classe. Tous les jours, il y a une façon de procéder. C'est bon pour l'encadrement de l'enfant. Ça le rassure et ça l'aide dans les apprentissages. Donc c'est très bien aussi que dans les devoirs, il y ait ces ritualisations et que les parents puissent avoir aussi ces habitudes-là de travail. Après, évidemment, en CP, c'est la lecture qui se joue. Il y a énormément d'astuces. Et c'est même pas des astuces, c'est des choses qu'on a vécues nous, enfants aussi. Que papa et maman, ils nous lisent une histoire. En fait, ça fait partie de l'apprentissage de la lecture. Et c'est très important encore. On se rend compte au fil des années, on est enseignante depuis une dizaine d'années, on se rend compte que le niveau, il dégringole un petit peu et on sait que la présence des écrans notamment n'aide pas forcément. Donc on essaye aussi
auprès de nos classes, de nos élèves, un retour vers la lecture, vers l'authenticité, le livre, les pages, et on essaye d'encourager aussi les parents à favoriser la lecture à la maison. C'est un apprentissage très important. Ça me rend presque nostalgique. Effectivement, encore une fois, je ne peux me baser que sur mon expérience personnelle. Je me souviens que ma maman éteignait la télé et disait maintenant, c'est les devoirs. Donc l'environnement qui doit être propice aux devoirs, c'est très très important. Pas d'écran, pas de distraction à l'extérieur. Exactement. Le moment des devoirs doit être un rituel pour l'enfant. Lorsqu'il rentre de l'école, il va souvent y avoir un moment pour une collation, prendre son goûter. Peut-être que certains vont pouvoir se mettre au devoir tout de suite. Parfois, il faut un quart d'heure, 20 minutes de jeu avant de pouvoir se mettre au devoir. Mais il va être très important de fixer des horaires, surtout sur les enfants qui sont toujours un petit peu dans la négociation. Je le ferai un petit peu plus tard, laisse-moi un petit peu de temps. Je peux regarder un dessin animé sur la tablette avant de faire mes devoirs. Non, vraiment, je conseille de fixer un horaire, quelque chose de ritualisé. Son retour de l'école est ritualisé, son goûter, un petit moment pour se distraire, sans écran bien entendu, et ensuite faire ses devoirs dans un environnement calme, sans distraction, d'avoir un endroit dédié aussi, ça peut être très important, qu'il ait son bureau, son endroit, ne pas avoir les animaux, les frères et sœurs qui courent partout, de la musique. Il a besoin de se concentrer, et finalement les devoirs s'éterniseront si les conditions ne sont pas favorables, alors que mettre en place des conditions très favorables pour les devoirs vont pouvoir raccourcir aussi le temps de travail et donc passer plus rapidement à autre chose, et que l'enfance est vraiment un moment efficace dans son apprentissage. Je rebondis sur une chose que tu as dit, le fait que les devoirs peuvent s'éterniser. Oui. Imaginons que ça se fasse, parce qu'on ne peut pas forcément contrôler tous les jours. Imaginons que ça se fasse, que les devoirs s'éternisent. Donc là, ça sera plutôt pour les classes de type 6e, etc. au collège. Combien de temps maximum? Parce que si on passe 4 heures devant des devoirs, au bout d'un moment, on va lâcher. Donc, bien sûr. Est-ce qu'il y a une limite à poser, ou est-ce que tant que les devoirs ne sont pas faits, on reste devant? Au niveau du collège, les devoirs sont souvent donnés à l'avance. Ce n'est pas du jour au lendemain. Par exemple, on a un cours d'histoire-géographie qui a lieu dans 3 jours. On va essayer de répartir sur les 3 jours la charge de travail. Ça va être intéressant aussi aux parents d'accompagner son enfant. Parce qu'un enfant va toujours faire pour le lendemain. Pour un travail, une rédaction ou un travail de ce genre, il va être intéressant d'anticiper et de découper le travail. Donc c'est là où tout le rôle du parent prend sens. C'est toujours difficile pour un parent de pouvoir accompagner correctement son enfant. Le temps des devoirs, c'est quelque chose de très aléatoire. Enfin, il va falloir l'adapter en fonction de l'enfant. Il y a des enfants qui sont capables de travailler longtemps et d'autres beaucoup moins longtemps. Il va être aussi utile de faire une pause. Faire une pause, juste 5 minutes, s'allonger sur le lit ou faire des exercices de relaxation si ça se passe mal, ou pouvoir se distraire juste 5 minutes sans aller trop loin dans la distraction et revenir au travail. C'est important de faire des pauses. Mais ce n'est pas si simple pour le parent d'accompagner l'enfant dans les devoirs. C'est un rôle difficile. Et surtout qu'avec l'adolescence, on le sait bien, les esprits rebelles commencent à arriver. À partir d'un certain âge, ça devient de plus en plus complexe. On n'a pas forcément... les enfants sont de moins en moins propices à la discussion. Mais il est important de dire, Margot, que le baléni-o, ce n'est pas la solution. Non. J'ai, dans ma petite carrière de maîtresse, rencontré des histoires un petit peu similaires où voilà, j'avais des élèves, je savais que ça se passait très mal, ça se finissait en pleurs et dans la violence parfois. Donc évidemment, c'est absolument pas la solution. C'est le rôle aussi de l'enseignant d'adapter les devoirs aux élèves. On sait, il y a des études sociologiques qui prouvent que les devoirs peuvent creuser l'écart entre les élèves qui ont très peu de difficultés et les élèves qui ont beaucoup de difficultés. C'est pas le but non plus. Et on sait qu'il y a des élèves qui sont moins suivis à la maison, qui vont être moins aidés dans les devoirs. Notre rôle à nous, c'est d'essayer aussi de s'adapter et de se dire, bah voilà, cet enfant-là, il est déjà très en difficulté. Si je lui augmente sa charge de travail quand il arrive à la maison, je le mets encore plus en difficulté. On le sait. Ils se sentent déjà en échec et c'est pas notre rôle. Au contraire, c'est de les tirer vers le haut. Donc, on peut adapter aussi parfois et se dire, bon, bah toi, la dictée là, ou même des élèves qui ont des troubles comme la dyslexie ou voilà, des choses comme ça, on adapte.
bon, bah toi, ta dictée, tu peux pas la préparer de la même façon que les autres, et bah je vais m'adapter. Et le but, c'est pas que tu passes 3 heures à préparer ta dictée, mais que tu passes 20 minutes et ta dictée, elle sera adaptée ensuite en classe parce que je m'adapte à tes difficultés. Donc, les parents ne doivent pas rentrer dans la violence, mais nous, on doit rester aussi très bienveillants dans notre façon d'enseigner et dans la façon qu'on a, voilà, dans nos attentes, exactement. Et puis finalement, je vois certains parents aujourd'hui qui donnent, qui accompagnent les enfants dans leurs devoirs, et ils sont tellement bienveillants, tellement attentifs que ça devient un moment de partage avec l'enfant. J'en deviens même presque jaloux, alors que ça fait longtemps que je suis sorti du lycée. Comment est-ce qu'on fait pour créer ce moment de partage avec l'enfant, justement ? Principalement l'encourager, se montrer présent pour lui, être là, le laisser dans une certaine autonomie. Il est capable de faire ses devoirs seul. Il n'y a jamais de nouvelles notions lorsque l'on fait ses devoirs. C'est toujours une répétition d'une leçon qui a été vue en classe. Donc il est capable de le faire seul, mais c'est intéressant de pouvoir l'accompagner, de pouvoir répondre à ses questions, de se rendre disponible s'il a besoin. Et que l'enfant soit fier aussi de montrer ce qu'il sait faire. Et c'est très intéressant. Quand ça se passe bien comme ça, vraiment, c'est une relation très intéressante avec le parent. D'autres parents ont plus de difficultés. Dans ce cas-là, ne pas hésiter à déléguer ce rôle et se faire accompagner par un professeur particulier ou voilà, pour pouvoir accompagner l'enfant dans de bonnes conditions. C'est aussi un métier, hein. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Parfois, chacun son rôle. Quand on est parent, on n'a pas envie de mettre le nez dans les devoirs. Mais lorsque ça se passe bien, voilà, les parents sont capables et on peut aussi passer un très bon moment en faisant ses devoirs. Ça existe. Un point très intéressant que tu as soulevé, à savoir l'accompagnement à domicile, hein, pour les devoirs, par exemple. Est-ce que c'est obligatoire ou pas forcément ? Tu fais de l'accompagnement, hein, toi aussi. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr, j'ai ouvert une structure EAD qui est l'enseignement à domicile, qui accompagne les enfants à domicile. Donc vraiment, ce qui va être intéressant, c'est qu'on est dans le contexte familial de l'enfant. On est chez lui, dans son environnement, au calme, donc ça ne le déstabilise pas. Et l'enseignant va venir pour pouvoir aider des enfants qui sont en difficulté ou moins, mais parfois il peut y avoir simplement des parents qui n'ont pas envie de s'investir dans les devoirs. Voilà, c'est ça. Et ils veulent déléguer ce moment-là. Parfois, ils manquent d'envie ou manque de compétences, de motivation. Voilà, pour plein de raisons, on peut avoir envie de déléguer les devoirs à un professeur. Ça va être très intéressant d'avoir un professeur qui vient à domicile pour accompagner les élèves en difficulté ou non, et qui va avoir aussi une autre manière d'expliquer les choses, parce que ça va être intéressant d'entrer vers une notion de différentes manières. Ça a été expliqué à l'école la journée, mais peut-être que l'enseignant, le professeur particulier va pouvoir l'expliquer d'une autre manière à la maison le soir et pouvoir aider l'enfant. Partant de ce principe, ou même juste du principe que l'enfant est autonome, hein, au fur et à mesure du collège et ensuite du lycée, est-ce qu'il faut quand même que le parent, Margot, soit présent, ne serait-ce que pour demander un compte-rendu, par exemple, et avoir un suivi et s'assurer tout va bien, l'enfant continue à bien faire ses devoirs et n'a pas de grandes difficultés notoires ? Oui, bien sûr. On a eu le cas, pareil, hein, tout au long de notre carrière, d'enfants qui disent à leurs parents le soir « Ah non, mais moi, j'ai pas de devoirs. Je rejoins aussi Clara sur ce qu'elle expliquait. Moi, je pense que pour que ça se passe bien avec le parent, il y a une relation à établir, une relation de confiance à établir avec son enfant. Donc, si déjà, de base, mon enfant me dit « J'ai pas de devoirs » et que je vais pas vérifier, on n'est pas sur une relation de confiance, parce que ça arrive très souvent. En fait, il y a plein d'enfants qui n'ont pas du tout envie de faire les devoirs. Ça nous est tous arrivé. On sait de quoi on parle. Voilà, il va un petit peu fourber. On a tous déjà fait ça. Voilà, on a tous fait ça. On déchire la feuille du cahier texte. On dit non, il n'y a pas de devoirs. Voilà, c'est pas une grosse bêtise. Ça arrive. Voilà, c'est comme ça. Donc déjà, moi, je pense que le parent, il doit mettre un petit peu le nez, même s'il veut pas s'investir, parce qu'il y a des parents aussi qui ont une très mauvaise expérience de l'école et qui veulent plus revivre ça, qui ont eu des mauvaises expériences de devoirs. Ils veulent pas retransmettre ce qu'ils ont vécu à leur enfant. Donc je comprends très bien et on juge pas du tout ce côté-là. Encore une fois, on s'en réfère à un professeur particulier, c'est très bien. Mais quand on n'a pas le choix, on met quand même le nez dans l'agenda. Si tu regardes, tu as des devoirs, je te laisse faire, on se fait confiance. Et par contre, à la fin, tu viens me montrer si tu les as bien faits.
s'il n'y a vraiment pas de devoir, ce qui peut arriver, Oui, ça peut. on fait quand même un petit suivi avec l'enfant, Moi, on je essaye pense de que faire non. 2-3 leçons, de un petit Ça, suivi. c'est au jugement en fait de l'enseignant. Si l'enseignant a jugé bon que ce soir, en fait, on leur fiche un petit peu la paix parce que dans la journée, on a eu, je sais pas, 3 évaluations, ce qui peut arriver au collège. Bon, voilà, non. Respecter ce temps de repos. Voilà, c'est Oui, ça. Clara. Et c'est surtout important de dire que trop de devoirs tue le devoir. Oh oui, ça peut vraiment devenir un moment infernal et bloquer l'enfant dans les apprentissages. Il peut assimiler ça, voilà, dès que j'ouvre mes cahiers, c'est un mauvais moment. Et donc, ça peut aussi avoir des conséquences sur l'école et le fait de ne plus avoir envie de venir à l'école. Donc, ça va être important que ça reste un bon moment. Donc, de pouvoir créer un moment de partage et quelque chose de cool et de ne pas rentrer dans du mensonge ou un manque de confiance. Voilà, laisser ce moment à du plaisir et le fait de considérer que c'est un nouveau moment pour apprendre des choses. Sachant qu'en plus, à l'inverse, les devoirs peuvent avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, étant donné qu'en CP, on débute finalement cet apprentissage, cette indépendance sur du très long terme, à bien faire ses devoirs, bien suivre ses devoirs, ça peut avoir de belles répercussions, répercussions positives sur la suite des études. Oui, absolument. Et parfois, les parents ont envie de bien faire, comme toujours, bien entendu. Ils veulent le bien de leur enfant et ils vont donner des devoirs supplémentaires ou vouloir rajouter du travail. Ou tu n'as pas beaucoup. Tout à l'heure, on disait, s'il n'y a pas de devoir, le laisser tranquille. Certains ne vont pas arriver à faire ça. Ils vont se dire, non, tu dois travailler encore ce soir. Tu dois maintenir un niveau correct. Voilà, parfois, c'est un petit peu le piège parce que est-ce que les exercices vont être adaptés? Est-ce que la quantité va être adaptée? Le niveau de difficulté? Être professeur, c'est un travail et parfois le parent a envie de se substituer et de vouloir apporter ce complément. Voilà, c'est difficile de viser juste. Vous l'aurez compris, chers parents, arrêtez de vous tirer les cheveux. Les devoirs ne sont pas censés être si lourds pour vous ou votre enfant. Et eux, ils l'ont bien compris. Qui c'est eux? C'est Hiro et Tao, un papa investi et son fils, que notre équipe a rencontré pour vos questions express. Bonjour, je m'appelle Tao, je vais rentrer en 6e. J'étais à l'école de plus 2 et je vais rentrer à l'Amné. Yaorana, moi c'est Hiro Briquet et je suis professionnel de l'audiovisuel et je suis enseignant également. Moi personnellement, je préfère travailler seule, mais quand j'ai besoin de quelque chose, que je comprends pas un exercice, je vais lui demander pour qu'il m'aide. Donc pour pouvoir mieux accompagner mon fils, ce qu'on fait, c'est que je vais regarder les cours qu'il a eus pour que lui m'explique ce qu'il a compris, parce que l'éducation, elle évolue par rapport où moi j'étais sur les bancs d'école, et de pouvoir vraiment comprendre sa manière à lui de comprendre les choses pour pouvoir les lui expliquer. Et ce que j'ai appris par expérience aussi, c'est que la répétition, l'entraînement, c'est ce qui fait qu'on maîtrise des notions. Donc je l'ai laissé plutôt faire et lorsqu'il avait des questions, il venait me voir et je pouvais comme ça lui expliquer comment arriver à la solution. J'ai des difficultés plutôt en écriture, en français, et j'ai des facilités en maths, en sport. Alors ce que je trouve difficile dans l'aide aux devoirs, c'est de trouver des manières différentes d'expliquer la même chose, parce que chaque personne a sa manière de comprendre, et souvent on peut être soit auditif, soit visuel, soit kinesthétique, et on explique souvent de notre manière à nous de comprendre, et donc c'est de pouvoir faire cette gymnastique, de trouver une autre manière d'expliquer la même chose, sans répéter la même manière qu'on vient d'expliquer et qui ne fonctionne pas. Déjà, la première chose, c'est même pas une histoire de le motiver, c'est de lui apprendre que de se tromper ou de faire une erreur, c'est juste une étape d'apprentissage et que c'est OK. Et qu'il n'y a personne qui arrive du premier coup et quoi qu'il se passe, on est obligé de faire ce qu'on appelle entre guillemets des erreurs, qui ne sont pas des erreurs. Et l'exemple que j'utilise souvent, c'est un bébé quand il apprend à marcher. Combien de fois il tombe avant de pouvoir marcher sans tomber? La moyenne, c'est 1000 fois. J'ai une satisfaction de me dire, ils sont faits, maintenant je peux
chiller. Pour finir, vos sites de référence pour vous donner un coup de main, parce qu'on le sait, les devoirs, ça peut être parfois compliqué. Et on va commencer par www.education.pf. Vous avez beaucoup d'articles complets, une FAQ et les contacts de la DG2E, la direction de l'éducation et des enseignements, pour leur poser des questions adéquates en fonction de votre problème. Et ici, en l'occurrence, si vous avez besoin de conseils pour les devoirs à la maison. On vous propose aussi un livre, Les devoirs à la maison de Philippe Mérieux. L'auteur est père de 4 enfants. Il est habitué à entendre les parents dire « Il n'y a jamais rien à faire ». La veille d'un contrôle, il commence à s'inquiéter. Pour réviser, il ne sait pas comment s'y prendre. Peut-être que ça vous est déjà arrivé vous aussi. Ce livre s'adresse aux parents d'élèves de tout niveau scolaire, aux enseignants, aux surveillants, aux animateurs de structures de soutien scolaire et aux élèves aussi, qui, du collège au lycée, finalement, y trouveront des outils pour apprendre efficacement à travailler. Et à tous ceux qui considèrent que l'éducation, bien sûr, est la clé de notre avenir. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous rapprocher de nos invités si vous avez besoin d'aide. Et d'ailleurs, merci beaucoup Margot, Clara, d'avoir été présents sur notre plateau aujourd'hui. Merci à toi de nous avoir invités. Merci aussi à vous de regarder notre émission tous les soirs à 17h. Justement, à très bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas qu'à 18h, vous avez votre VAT Haiti. Maururu itotato faririra drahoma parhiana.